Il existe différents types de cancer du sein. La forme la plus fréquente est l'adénocarcinome, 95% des cas. Il se développe à partir des couches superficielles de la glande mammaire. Il existe des formes plus rares, comme les sarcomes ou les lymphomes. L'adénocarcinome peut être infiltrant ou in situ, canalaire ou lobulaire. L'adénocarcinome infiltrant canalaire, c'est-à-dire à partir des cellules des canaux, est le plus fréquent. Dans environ 1% des cas, le cancer du sein touche également les hommes. Les symptômes, l'évolution de la maladie et la prise en charge sont sensiblement identiques chez l'homme et chez la femme. Dans les cancers infiltrants, les cellules cancéreuses peuvent se propager par les vaisseaux lymphatiques vers les ganglions sous le bras et d'autres parties du corps comme les ganglions plus éloignés du sein, mais aussi les os, le foie, le poumon, la peau et le cerveau. On l'appelle alors cancer métastatique. Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent. L'âge moyen au diagnostic est de 63 ans. Les causes du cancer du sein ne sont pas connues, mais quelques facteurs de risque ont pu être identifiés. Une puberté précoce ou une ménopause tardive, les femmes nullipares ou ayant leur première grossesse après 30 ans, l'âge après 50 ans, les antécédents personnels de cancer, sein, ovaire et endomètre, les prédispositions génétiques, seulement 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires, la consommation d'alcool, un surpoids ou un manque d'activité physique. Une mammographie est proposée tous les 2 ans aux femmes de 50 à 74 ans afin de permettre le dépistage des tumeurs de petite taille avant l'apparition des symptômes, ce qui permettra un traitement moins lourd. La plupart du temps, le cancer du sein se manifeste par la découverte d'une boule dure dans un sein, lors d'un examen clinique ou par autopalpation. Les autres signes cliniques peuvent être un ou plusieurs ganglions durs sous l'aisselle, ou une modification de la peau au niveau du sein, rétractation, rougeur, œdème, aspect en peau d'orange, une modification du mamelon ou de l'aréole avec une rétractation, un changement de coloration, un suintement, un écoulement ou des changements de forme des seins. L'échographie est complémentaire, mais ne peut jamais remplacer la mammographie. Elle peut aider à localiser l'anomalie en vue d'un prélèvement ou reconnaître un kyste liquidien. Devant une anomalie suspecte, une biopsie est réalisée, ces tissus sont prélevés pour établir le diagnostic du cancer du sein. L'examen anatomopathologique va permettre de préciser le type de cancer du sein et d'autres facteurs pronostiques déterminants pour la décision thérapeutique. Le bilan d'extension permet d'évaluer quels organes, proches et ou lointains, ont été touchés par le cancer et à définir les traitements les plus adaptés. Il comprend un bilan biologique, des examens d'imagerie tels qu'une radiographie du thorax ou une échographie abdominopelvienne, un scanner thoraco-abdominopelvien et une scintigraphie osseuse ou encore un PET scan. Le stade 1 correspond à une tumeur unique et de petite taille sans envahissement ganglionnaire. Le stade 2 correspond à un volume local plus important. Le stade 3 correspond à un envahissement des ganglions lymphatiques ou des tissus avoisinants. Enfin, le stade 4 correspond à une extension plus large dans l'organisme sous forme de métastase. Le grade de sévérité de la tumeur exprime l'agressivité du cancer. On peut distinguer 3 grades. Le grade 1 correspond aux tumeurs les moins agressives. Structure bien formée, petits noyaux uniformes et division lente. Le grade 2 est un grade intermédiaire. Le grade 3 correspond aux tumeurs les plus agressives avec peu ou pas de structure, de gros noyaux non uniformes et une division cellulaire rapide. On peut distinguer des sous-types moléculaires de cancer du sein.
Les cancers hormonodépendants ou luminaux expriment les récepteurs aux oestrogènes, RE+, ou RO+, et ou à la progestérone, RP+. Les cancers HER2 positifs, HER2 est un gène qui contrôle la production d'une protéine qui favorise la croissance tumorale, et les cancers triple négatifs qui n'expriment pas de récepteurs aux oestrogènes, RO- ou à la progestérone, RP-, et n'expriment pas HER2, HER2-. La prise en charge dépend de nombreux facteurs comme le type de cancer, le stade, le grade, la présence de récepteurs hormonaux, la surexpression de HER2 et l'état de santé général. En cas de cancer précoce, localisé de petite taille, infiltrant, la prise en charge repose sur la chirurgie, parfois associée à la radiothérapie, sur la chimiothérapie, l'hormonothérapie ou les thérapies ciblées. Ces différents traitements sont donnés seuls ou associés. Si la taille de la tumeur est importante, un traitement médical par chimiothérapie ou hormonothérapie est fait avant la chirurgie pour réduire la tumeur et faciliter l'intervention. En cas de cancer avec métastase à distance, la prise en charge repose principalement sur un traitement médical avec une chimiothérapie, voire une radiothérapie ciblant les anomalies et ou une hormonothérapie. En cas de chirurgie entraînant une perte du sein ou une déformation importante, il peut être proposé une reconstruction immédiate pendant l'intervention ou différée. En cas de reconstruction différée, une prothèse mammaire externe pourra être proposée en attendant la reconstruction. La chirurgie peut entraîner des effets indésirables à court terme, le plus souvent temporaires. Les indications de la radiothérapie varient en fonction du stade du cancer. Pour les cancers sans métastase, elle est généralement utilisée en complément de la chirurgie. Pour certains cancers avec métastase, elle peut servir à freiner l'évolution de la tumeur, mais aussi à traiter des métastases, par exemple osseuses ou cérébrales. La radiothérapie utilise des rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses en les empêchant de se multiplier. Ce traitement nécessite plusieurs séances, classiquement 5 jours sur 7 pendant environ 5 semaines. Les effets indésirables immédiats les plus fréquents lors de la radiothérapie sont une rougeur de la peau qui peut progressivement brunir avant de disparaître, de la fatigue et un œdème du sein, notamment après une chirurgie. Les effets indésirables tardifs peuvent être des troubles cutanés, dont rougeur, irritation, changement de couleur de la peau du sein, une douleur ou un inconfort dans le sein et une raideur de l'épaule qui peut être prise en charge par de la kinésithérapie. Le traitement des cancers nécessite le plus souvent la réalisation d'une chimiothérapie administrée par voie intraveineuse. Avant le début du traitement, une chambre implantable, porte-à-4 ou encore PAC, est posée afin de limiter les irritations des veines superficielles provoquées par certains produits de chimiothérapie, ainsi que le risque de diffusion des produits de chimiothérapie en dehors des veines, appelée l'extravasation. La chambre implantable est un dispositif placé sous la peau au cours d'une courte intervention chirurgicale, en général sous anesthésie locale. Une radiographie du thorax est réalisée après l'intervention pour vérifier que le dispositif est bien placé. À chaque perfusion de chimiothérapie, les médicaments sont injectés directement dans la chambre implantable à travers la peau. Un patch d'anesthésique locale peut être appliqué avant l'injection. Une chimiothérapie n'est pas proposée de façon systématique à toutes les patientes atteintes d'un cancer du sein. Son utilité est appréciée en fonction du stade du cancer, au moment du diagnostic et des facteurs de risque de récidive. La chimiothérapie agit sur les mécanismes de division cellulaire. Dans les cancers infiltrants, la chimiothérapie est indiquée quand le risque de récidive est important. Elle a pour but de réduire ces risques et d'augmenter les chances de guérison. Elle peut être indiquée dans ces cancers avant la chirurgie pour réduire la taille de la tumeur et permettre une chirurgie conservatrice. En cas de cancer HER2+, elle est associée à une thérapie ciblée.
La chimiothérapie fait aussi partie des traitements des cancers du sein métastatiques. L'objectif est alors de stabiliser l'évolution en préservant la qualité de vie. Elle peut être associée à une thérapie ciblée et ou à de l'hormonothérapie et elle est souvent plus longue que dans les cancers infiltrants. Le plus souvent, plusieurs médicaments sont associés. Il s'agit de protocoles de chimiothérapie comportant plusieurs médicaments prescrits selon un calendrier précis. La chimiothérapie est souvent administrée par perfusion, mais il existe également des traitements par voie orale. Elle a lieu à l'hôpital, au sein de l'hôpital de jour. Chaque cure est suivie d'une période de repos. Avant chaque cure, un examen clinique et biologique est réalisé pour donner le go chimio. La durée du traitement varie en fonction de l'efficacité et de la tolérance des patientes au traitement. Les effets secondaires des chimiothérapies peuvent varier d'un produit à l'autre et d'une patiente à l'autre. Les nausées, les vomissements et les diarrhées peuvent être prévenus par des médicaments. Une chute de cheveux et une fragilisation temporaire des ongles peut également apparaître. Les cheveux recommencent à pousser entre 6 et 8 semaines après la fin du traitement. Ces effets indésirables peuvent être prévenus grâce au port d'un casque, de gants et de chaussons réfrigérants lors de la séance de chimiothérapie. D'autres effets secondaires peuvent apparaître, tels qu'une diminution des globules blancs pouvant augmenter le risque d'infection. Des lésions buccales de type aphte, rougeur et douleur, des bains de bouche et des traitements peuvent les soulager. Des sensations d'engourdissement, de fourmillement qui peuvent aller jusqu'à entraîner un arrêt temporaire du traitement. Et enfin un syndrome main-pied caractérisé par des rougeurs, gonflements, sécheresse et cloques. Il existe des conseils pratiques pour limiter ces troubles. La fatigue est fréquente. Elle est liée à la maladie, mais également à la chimiothérapie. On peut également retrouver des douleurs musculaires et articulaires, et enfin des troubles cardiaques avec certains produits limitant la durée de leur utilisation. Les thérapies ciblées forment une classe innovante de médicaments anticancéreux. Elles agissent spécifiquement sur les cellules cancéreuses en ciblant des caractéristiques propres à celles-ci. Les médicaments peuvent par exemple s'attaquer à des protéines comme HER2 ou bloquer le cycle cellulaire. Les thérapies ciblées peuvent être utilisées seules ou en association avec une chimiothérapie ou une hormonothérapie. Elles s'administrent par voie orale ou intraveineuse. Parmi les effets indésirables liés au traitement ciblé, on retrouve le plus fréquemment de la fatigue, de la fièvre, des éruptions cutanées et des diarrhées. L'hormonothérapie n'est pas indiquée pour toutes les patientes. Elle est possible si la tumeur est hormonosensible, dans 70% des cas, c'est-à-dire lorsque les récepteurs hormonaux aux oestrogènes ou à la progestérone ont été mis en évidence au niveau des cellules tumorales. L'hormonothérapie est un traitement qui consiste à empêcher l'action stimulante des hormones féminines sur les cellules cancéreuses. Les bénéfices attendus de l'hormonothérapie dépendent par ailleurs du stade du cancer. En cas de cancer infiltrant hormonosensible, une hormonothérapie après chirurgie peut être proposée habituellement pour une période d'au moins 5 ans. Elle a pour objectif de diminuer le risque d'avoir des métastases, de réduire le risque de récidive locale dans le sein opéré et de diminuer le risque d'atteinte au niveau de l'autre sein. Dans d'autres situations, moins fréquentes, une hormonothérapie peut être proposée avant la chirurgie. Elle a alors pour but de réduire la taille d'une tumeur trop volumineuse pour être opérée d'emblée et pour permettre une chirurgie conservatrice. En cas de cancer hormonosensible présentant des métastases, une hormonothérapie peut être proposée seule ou associée avec d'autres médicaments, comme une thérapie ciblée. L'objectif dans ce cas est de traiter ou de stabiliser l'évolution de la maladie et d'améliorer la qualité de vie. L'hormonothérapie est un traitement administré par voie orale et il existe 3 principales catégories de médicaments. Les anti-œstrogènes, qui prennent la place des œstrogènes au niveau des récepteurs présents dans les cellules et bloquent ainsi leur effet stimulant. Les anti-aromatases, qui rentrent en compétition avec une enzyme appelée l'aromatase, qui permet à l'organisme de produire des œstrogènes. Ils sont prescrits chez la femme ménopausée.
Et enfin, les agonistes de la LHRH qui suppriment l'activité ovarienne chez les patientes non ménopausées. L'hormonothérapie provoque principalement des effets secondaires liés au blocage de la fonction hormonale, comme des bouffées de chaleur. On note aussi une augmentation de la fréquence des anomalies de l'endomètre et du risque d'ostéoporose selon le type d'hormonothérapie utilisée. Peuvent enfin survenir des pertes vaginales ou une sécheresse vaginale, ainsi que des douleurs articulaires, une prise de poids ou une fatigue.